Salut à tous, c'est Valérian. Allez, je profite des 3 heures et 20 km qu'on nous octroie pour vous faire une vidéo un peu plus poussée. Donc ça reste toujours amateur bien sûr, il n'y a aucune prétention là-dessus, pour vous donner des notions relatives à la 125. Alors là vous voyez, elle n'a pas tourné depuis la dernière vidéo cet été, donc je la démarrais de temps en temps pour maintenir la charge de la batterie, mais avec le carburateur, au contraire d'une injection, ça a été un peu laborieux pour la lancer. Donc j'ai joué du starter, elle est partie. On va partir dans l'hypothèse qu'elle n'est pas démarrée. Donc voilà, je me retrouve avec une moto sans batterie. Alors une petite info, une moto, même sans batterie, ça démarre. Voilà, on va faire à la poussette, à l'ancienne. C'est une méthode qui consiste à la lancer par le fait de la pousser. Donc on met le contact, vous débrayez, vous mettez un rapport, donc la seconde ou la troisième, vous courez à côté de la moto et d'un coup vous allez lâcher l'embrayage. Elle va commencer à se lancer, vous rappuyez vite sur l'embrayage pour maintenir le moteur allumé et là vous avez une moto qui s'est lancée. Sur un scooter ça aurait été différent, puisqu'il n'y a pas la possibilité de faire monter et descendre le piston en poussant le véhicule. Certains anciens modèles, ça se fait plus trop maintenant, avaient un kick. Alors le kick c'était une patte qu'on retrouvait sur le côté du scooter, on appuyait dessus, ça lançait le piston. Et dans ce cas là ça démarrait avec l'allumage, voilà. On pouvait lancer le scooter même sans batterie. Maintenant ça ne se fait plus trop, donc ça c'est un avantage d'une moto, vous êtes sûr de pouvoir démarrer. Alors s'il avait fallu changer la batterie, admettons la batterie est foutue avec le temps, donc là-dessus c'est pas compliqué. Hop, on va la maintenir. La batterie en fait là-dessus elle se trouve sur le côté. Il y a juste ce carter à enlever. Donc c'est assez standard sur ces modèles là. Une batterie 12 volts sur un site, je l'ai remplacé il n'y a pas longtemps, spécialisé en moto. J'ai pris une Kyoto, apparemment c'était une marque assez bien. Ça vous coûte une vingtaine d'euros. Donc vous recevez un bac vide. Il vous faut verser le contenu d'un petit bidon d'acide dans la batterie. Vous démarrez la moto en poussant, elle se rechargera au bout de 15 km en roulant, puisqu'il y a un alternateur comme sur une voiture. L'alternateur, c'est un dispositif qui, lorsque le moteur tourne, recharge la batterie. Alors ensuite, une précision concernant le débranchement, branchement de la batterie. Il y a un ordre, parce qu'en fait, vous avez deux fils. Vous avez un fil rouge, donc ça c'est la phase, le plus, le positif. Vous avez un fil noir, c'est le moins, le négatif. Le neutre. Quand on débranche une batterie, même si elle est à plat, il faut toujours d'abord enlever le câble noir et ensuite le câble rouge. Et quand vous remontez, c'est l'inverse. Vous mettez la batterie dans le logement, vous mettez en place le fil rouge, le plus, le positif, vous vissez et ensuite vous mettez le fil noir. Donc si vous avez une batterie prête à l'emploi, donc ça veut dire à 100 mètres de l'acide, il est possible qu'elle ait été chargée. Dans ce cas-là, vous pouvez certainement démarrer. Si c'est comme moi, elle était vide, bon bah là vous roulez, ou alors vous la chargez par le biais d'un booster, un chargeur, et ça repart comme avant. Donc si elle n'avait pas démarré, malgré une bonne batterie, donc là j'aurais continué un peu à gratter, je me serais intéressé à la bougie. Alors la bougie, c'est un petit élément qu'on retrouve là. C'est ça. Ça sert dans le moteur à faire l'étincelle qui va enflammer le mélange d'essence et d'air qui arrive du carburateur ou de l'injection. C'est un élément qu'on change tous les 3000 km au niveau des révisions. Il faut toujours en avoir une sur soi, puisque ça peut lâcher, sans raison. C'est pas compliqué à enlever en fait, il vous faut la dévisser au moyen d'une clé à bougie, que vous avez souvent, vous avez un logement sous la selle, moi derrière il y a un petit rangement. Donc j'aurais enlevé l'antiparasite, ça on l'enlève toujours avec un moteur éteint. Bon, il n'y a pas de raison que vous l'enleviez avec un moteur allumé, mais ne le faites jamais allumer. Vous allez prendre une sacrée châtaigne. Ça m'est arrivé sur un groupe électrogène, c'est terrible. Évitez-vous ça. Donc vous enlevez la bougie, ça peut déjà vous donner un indicateur de l'état de santé de votre moteur. Je m'explique. Ça, c'est au contact de la flamme dans le moteur, de l'explosion. Il y a un dépôt qui se forme dessus. Il y a plusieurs types de couleurs qui peuvent apparaître sur la bougie. Ça vous donne une idée de ce qui se passe. Si la bougie est noire, très grasse, ça c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a de l'huile dessus. Un moteur 4 temps, il n'y a que de l'essence et de l'air dedans. Au contraire d'un 2 temps, qui est un mélange air, essence et huile. Donc sur un 4 temps, s'il y a de l'huile, que c'est très très gras, ça veut dire que là, il y a un problème. Si c'est noir en étant un peu liquide, pas vraiment huileux gras, ça veut dire qu'il y a certainement un mélange qui est trop riche en essence. Il y a trop d'essence qui arrive dans le mélange. Puisqu'une bonne explosion est conditionnée par un bon mélange, c'est très précis, entre l'air et l'essence. Si la bougie est blanchâtre, ça en principe c'est un mélange un peu pauvre, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'essence au contraire dans votre injection. Donc la couleur idéale c'est ce qu'on appelle chocolat. C'est 50 nuances de brun, voilà, c'est des variantes de marron. Vous avez du marron clair au marron plus sombre, ça veut dire que votre moteur est bon. Si la bougie a un pépin, vous la changez, vous mettez une neuve, vous essayez. Voilà au niveau de la bougie, c'est une bonne chose à savoir. Alors on va rester du côté
de l'embrayage. Ici vous avez l'embrayage. C'est peut-être une question qu'on peut se poser. Est-ce que ça se change? Ça a une durée de vie, bien sûr, c'est une pièce d'usure. Comment ça marche sur une moto? C'est censé durer longtemps. Ce sont des pièces qui sont très résistantes puisque, je l'avais dit dans la précédente vidéo, ce sont des contraintes mécaniques assez terribles, ce sont des moteurs qui tournent très vite. Donc là-dessus, au contraire d'une voiture qui a un embrayage, un disque d'embrayage simple, voiture normale, pas des NSX qui en ont un double par exemple, voilà, là, des motos classiques, on est sur du multidisque. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est une succession de petits disques. Donc il y en a qui ont une patine, dessus une garniture qu'on appelle des disques de friction, et derrière des plateaux pleins sur lesquels viennent patiner les disques de friction. Il y en a en tout 6 ou 7. Ça vaut entre 40 et 60 euros tous les petits disques. Pour le retirer, il faut démonter toutes les pattes, tout le carter. Dedans, il y a 4 gros écrous avec des ressorts. Souvent, on charge les ressorts en même temps. C'est pas une opération qu'on va faire régulièrement. Moi, la Varadero de l'époque, elle avait 50 000. L'embrayage, il patinait pas, mais on sentait qu'il était un peu fatigué à plus de 50 000 km. Donc, en utilisation normale, l'embrayage, vous n'y touchez pas. C'est du costaud. Alors, l'autre fois aussi, je parlais des pneus. Alors là, les pneus, il y en a un rayon à dire. Il y a plein de choses qui interviennent. On va prendre l'exemple de la mienne. Donc déjà, il y a le profil du pneu. Ça, c'est un pneu mixte. C'est un pneu qui va, vous le voyez, il y a des crampons, ils ne sont pas énormes, mais il y en a quand même beaucoup par rapport à un pneu de route, qui serait plutôt lisse, qui va aller dans les chemins et la route. Si je veux les changer, il va falloir, je vais y revenir dessus, je peux mettre des pneus route. Donc c'est des pneus qui vont être plus lisses, donc meilleure adhérence sur la route, moins bonne sur le chemin, ça va être très glissant sur les chemins. Ou alors des pneus comme ça, ou à crampons. Crampons, ça veut dire, c'est les pneus que vous voyez en supercross qui vont vraiment booster sur la terre, qui vont avoir une bonne accroche, mais par contre très mauvaise sur le bitume. Alors en fait, ensuite, il y a le profil du pneu. Alors ça, le profil du pneu, je vais vous en parler, c'est l'arrondi du pneu, qui va conditionner le comportement vraiment de la moto sur la mise sur l'angle, quand vous allez pencher. Ça, c'est des pneus qui sont très progressifs. Le pneu n'est pas très bombé sur les côtés. À l'époque de la Varadero, j'avais mis, elle était montée en pneu mixte, puisque c'était un trail qui se destinait aussi à faire du chemin. C'est des pneus qui étaient assez plats en exagérant. Le profil n'était pas très bombé. Je les ai changés pour des pneus routiers, puisque la Varadero, je n'y avais jamais mis les roues dans les chemins. J'avais mis des Bridgestone Batlax BT45, qui étaient des pneus de route, mais qui étaient très arrondis. Ce qui fait que dans la pratique, ça se manifestait par le fait d'avoir une moto qui tombait beaucoup plus vite sur l'angle. Je n'ai vraiment pas aimé ce comportement. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Ça peut être sympa pour des personnes qui font de la ville, qui slaloment entre les voitures, qui font de l'interfile, puisqu'en fait, concrètement, quand vous êtes sur le guidon, avec peu d'efforts, vous allez beaucoup tourner. Moi, je préfère avoir des pneus qui sont peut-être en profil, on va dire, un peu plus carré, qui permettent d'avoir une meilleure progressivité sur l'angle. Donc voilà au niveau du profil du pneu. Au niveau du relief, de la taille, et aussi une question au niveau de la gomme. Alors la gomme, en fait, on parle de tendresse de la gomme. Vous avez des gommes dures, des gommes intermédiaires, des gommes tendres, des bigommes. Une gomme tendre, ce qu'il faut retenir, c'est un peu le principe du pneu hiver. C'est une gomme qui est plus molle, qui va mieux accrocher, mieux monter en température, mais qui va durer moins longtemps. Vous mettez des pneus hiver sur une voiture en été, vous les flinguez en 10 000 km. J'exagère peut-être. Mais le principe est là. Il existe des pneus bigommes, c'est ce que j'avais sur le Piaggio X10, c'était des Michelin City Grip. En fait, là où on a le moins besoin de forte adhérence, on va dire, là où on roule souvent, vous voyez, celui-là, c'en est un peu l'exemple, il est un peu plat le pneu, c'est-à-dire que l'usure a été plus concentrée sur le centre que sur le côté du pneu. Vous avez une gomme qui est dure, une gomme qui va s'user moins vite. Et là, on a besoin d'adhérence, c'est surtout sur les côtés quand on penche, vous avez une gomme qui sera tendre. Donc là, vous avez des pneus qui sont anciens. La gomme est dure. Ça va être l'occasion de vous donner une autre indication. Donc regardez par rapport à votre utilisation. Niveau sécurité, on va dire, il vaut mieux partir sur du pneu tendre quitte à le changer plus tôt. Sachant que celle-là, vous voyez, en termes d'usure, je vais les changer par rapport à la date, mais en 10 000 km, il commence à être un peu limite. C'est surtout l'utilisation avec des freinages un peu forts, je pense, dans les chemins, qui les ont usés. Et la gomme est ancienne parce que des pneus ont une durée de vie. La durée de vie, en fait, c'est estimé, on va dire 5 ans, déjà c'est pas mal. Au-delà, c'est pas forcément très raisonnable. Et il y a l'au-delà de l'au-delà, mon cas. Vous allez voir, ça c'est idiot. En fait, vous regardez sur le pneu, il y a plein d'inscriptions. Et moi, sur la mienne, on voit ici, hop, il y a marqué 15,05. Les 2 premiers chiffres, c'est la semaine de fabrication. Les 2 derniers, c'est l'année. 15,05. Avril 2005, on est en décembre 2020, ils ont 15 ans mes pneus. Donc là on peut le voir, si je plante l'ongle, j'enlève pas des morceaux, mais quasi, c'est pas raisonnable, la gomme est dure, elle a séché, elle a vieilli, elle est abîmée, il faut la changer. Donc quand vous changez les pneus, selon votre utilisation, vous pouvez changer la monte, regardez le type de gomme.
Il y a des équipementiers qualifiés qui vous donneront des informations là-dessus. Alors niveau entretien, vous avez la transmission par chaîne. Donc sur un scooter c'est une courroie, c'est un caoutchouc, du Kevlar, voilà, c'est différents alliages. C'est à remplacer avec les galets pour la transmission tous les 6000 km. Là une chaîne, ce qu'il faut faire c'est la graisser régulièrement. Donc vous avez des bombes qui sont faites exprès. Moi j'utilise de la graisse mécanique type graisse de cardan. Alors il faut y aller doucement, puisque la graisse, si vous en mettez trop, en fait, vous allez tapisser toute votre jante. Alors un conseil, quand vous avez de la graisse, des résidus, qu'on trouve surtout à ce niveau-là, vous achetez du pétrole désaromatisé. C'est un produit quasi miracle, parfaitement dégraissant, qui coûte pas cher. Ça coûte dans les 5 € dans les boutiques de bricolage. Et avec ça, vous avez un produit qui est très très propre, très clean. Vous ramenez vraiment, là vous voyez la couronne qui est assez sale, on la ramène impeccable. Donc pour revenir à la chaîne, moi elle a 10 000 km, elle est d'origine, elle va bien. Il y a un entretien à faire de temps en temps, c'est la flèche. La flèche, vous voyez, c'est ça. C'est la distance qu'effectue la chaîne entre sa position la plus basse et la plus haute, quand on la relève avec la main, vers le bras oscillant. Une flèche, ça doit être aux alentours des 3-4 cm. Donc là en fait, on va la tendre la chaîne. Pour la tendre, il y a un moyen qui est très simple, en fait, ça consiste à reculer la roue pour tendre la chaîne. Donc là en fait vous voyez sur les bras oscillants sur chaque bras, vous avez ce dispositif avec des petites graduations et un système d'écrou contre écrou. En fait vous allez dévisser ce petit dispositif aussi bien de ce côté que l'opposé et reculer la roue. Vous avez ces petites gradations qui vous permettent d'avoir un repère pour avoir un alignement qui est parfaitement parallèle et avoir une roue parfaitement dans l'axe de la marche. De toute façon si c'est de travers vous allez vite le sentir, vous allez rouler en crabe. Ensuite, vous resserrez ça précautionneusement. C'est à la portée de tout le monde et c'est à faire régulièrement puisque si la chaîne est trop détendue, ça peut la fatiguer, ça peut la casser puisque ça génère des contraintes mécaniques supérieures et ça peut faire dérailler, la casser, l'abîmer, voilà, vous la changez plus tôt. Alors ensuite, tant qu'on en est à la chaîne, ici, au niveau de la boîte des vitesses, vous avez ce petit carter. Moi j'ai 2 écrous enlevés, 2 boulons. Dedans, vous avez le pignon de sortie de boîte. Là-dedans, vous avez toutes les saletés qui s'y logent, les cailloux, les branches, les graisses. De temps en temps, ça, on le démonte. Donc quand vous graissez la chaîne, c'est souvent après une sortie sur la pluie. De toute façon, vous le voyez, quand elle devient sèche, il faut la graisser. Une chaîne, ça doit toujours être un peu graisseux, un peu huileux. Voilà, vous profitez pour nettoyer ce fameux pignon de sortie de boîte. Et ça peut être une petite modification que vous pouvez faire si jamais vous vous intéressez à la moto. J'ai vu sur des forums, sur des annonces, que ça se fait pas mal sur les KTM 125, les Duke, les RC. En enlevant une dent sur le pignon, vous pouvez gagner un peu en accélération. On va prendre l'exemple. Ça revient à avoir une boîte un peu plus courte. Vous prenez la KTM Duke 125, c'est une moto qui monte à 120, mais 120 péniblement. Si vous enlevez une dent sur le pignon, je crois que c'est du 14 dents, vous passez à du 13 dents, vous allez plus facilement monter à 100, 110, mais vous ne monterez plus qu'à 110 au lieu de 120. Parce que vous gagnez en accélération, vous le perdez en vitesse de pointe. Moi, ça peut être un peu intéressant dans le sens où la boîte est quand même assez longue. Quand je suis aux abords d'une montée assez balèze à faible vitesse, il faut lancer la moto puisqu'on n'a pas beaucoup de coupe, pas beaucoup de puissance, et la puissance est haut dans les tours. Si j'enlève une dent au pignon, j'ai une boîte plus courte, avec moins d'élan, je vais aller plus haut dans les tours, chercher la puissance, avoir une moto plus réactive en accélération. Donc ça peut être pas mal à faire. Une petite modification, évidemment vous n'êtes plus d'origine, je sais, ça ne doit pas être homologué puisque la moto doit rester strictement d'origine, mais c'est une petite modification peu coûteuse, je crois qu'un pignon c'est de l'ordre de 20-30 €, ça se fait rapidement, vous pouvez faire ça. Ah oui, une précision au niveau de la bougie. La bougie, vous avez différents types de bougies. Donc je le disais, ça coûte 5 € une bougie. Il y a 2 types de bougies. Il y a les bougies froides et les bougies chaudes. Celle-là, d'origine, elle était montée en bougie froide. Quand j'ai fait faire la révision, le mécano m'a mis une bougie chaude. J'ai vu aucune différence. Grosso modo, qu'est-ce que c'est ? Une bougie froide, c'est une bougie qui a une forte capacité de dispersion thermique. Et une bougie chaude, c'est l'inverse. Elle a une faible capacité de dispersion thermique. Ce qui veut dire qu'en fait, une bougie froide, à ce niveau, au point haut du moteur, elle va mieux évacuer les calories. C'est réservé pour une conduite dite sport. Une bougie chaude va conserver la chaleur dans le moteur pour une conduite plus cool. Alors en 125 c'est un peu étonnant vu que c'est des petits moteurs qui tournent à fond tout le temps. Mettre une bougie froide, donc réserver une utilisation sport, même si on ne roule pas sport, on est rarement en dessous des 6000 tours. Mécaniquement, c'est beaucoup. Donc voilà pourquoi c'est quand même intéressant de regarder auprès de son concessionnaire ce qui est préconisé. Voilà.
je vais me permettre juste une petite information, puisque je parle d'embrayage, je parle de bougie, je parle de pignon de boîte. Pour reprendre un principe mécanique simple. L'autre fois, je parlais du 2 temps et du 4 temps. On dit 4 temps parce qu'un cycle complet mécanique se fait en 4 temps. Vous avez le réservoir avec l'essence. L'essence passe par le carburateur qui injecte dans le cylindre, où il y a le piston, un mélange d'air et d'essence. Le principe du piston, c'est de monter et descendre par le biais de l'explosion pour transmettre un mouvement au vilebrequin par le biais de la bielle sur laquelle il est fixé. Le vilebrequin transmet à la boîte, entre la boîte et le volant moteur qui est fixé au vilebrequin, vous avez l'embrayage. L'embrayage, arrivé en bas de vilebrequin, au niveau du volant moteur, on a converti la force mécanique montante et descendante du piston en force rotative jusqu'à la boîte, qui par le pignon de sortie de boîte dont je vous parlais, va transmettre à la chaîne, puis à la roue. Voilà le principe de fonctionnement. Donc un cycle complet de 4 temps, dans lequel on ne met que de l'essence et de l'air. Donc vous, quand vous allez à la pompe, tout ce que vous regardez, c'est de mettre de l'essence. Le piston descend. La soupape d'admission s'ouvre. Le mélange d'air et d'essence du carbu rentre dans le moteur. La soupape se referme d'admission, donc l'air ne peut plus échapper. Le piston remonte, second temps, il comprime l'air, la bougie par le biais de l'allumage fait une étincelle, fait exploser l'essence qu'il y a dans le moteur. L'explosion, vous l'avez vu, il y a récemment les éléments à Beyrouth, une explosion, ça a du souffle, ça a une force. Toute cette force est concentrée à l'intérieur et la seule pièce qui peut bouger, qui est mobile, c'est le piston. Donc le piston descend, troisième temps, et ensuite donc, il renvoie la force par le biais de la bielle sur laquelle il est fixé au vilebrequin qui transmet le mouvement à la boîte de vitesse, puis à la roue. Et ensuite, quatrième temps, il remonte avec la soupape d'échappement ouverte et les gaz usés, ce qui sort du pot d'échappement, s'en vont par le biais du pot d'échappement jusqu'à l'arrière de la moto. Et ainsi de suite. Ça descend, admission, compression, explosion, évacuation des gaz usés. Voilà. Un 2 temps, c'est différent, peut-être pour ça aussi ça consomme plus, c'est que le moteur il descend, ça fait l'admission, l'échappement aussi, et quand ça remonte, en même temps de continuer à échapper les gaz, en fait vous avez une partie de l'essence qui est injectée, donc en fait vous jetez des gaz qui n'ont même pas été explosés. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des moteurs de conception plus ancienne. Voilà. Au niveau mécanique. Alors en termes d'utilisation pratique, alors une moto 125, on va prendre l'exemple de celle-là. Petit retour d'expérience, celle-là elle n'éclaire rien, c'est à dire que maintenant vous avez des éclairages sur des basiques comme celle-là avec des ampoules à filament, vous en avez à LED. Alors le LED je ne sais pas ce que ça vaut, je sais que sur le X10 il y avait un énorme bloc optique, ça balançait bien, pas proche d'une voiture mais ça s'en rapprochait quand même. Sur une moto, si vous avez l'habitude de la voiture, ça n'éclaire rien du tout. Concrètement celle-là, vous avez devant vous quand vous êtes en feu de croisement une petite tache lumineuse de 5 mètres devant vous, donc au-delà vous ne voyez rien. Et quand vous basculez en plein phare, c'est la même tache lumineuse de 5 mètres, mais 5 mètres plus loin. Ce qui fait qu'entre votre roue et 5 mètres, vous ne voyez rien. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça voilà, ça c'est le feu de croisement. Feu de croisement, plein phare. Voilà, bon, c'est pas violent, ça n'aveugle pas. Alors moi je me suis posé la question, comment optimiser ça? Alors j'ai beaucoup gratté. Il y a différents types d'ampoules, des halogènes, des LED. Bon, j'ai rien trouvé convaincant. Les LED, c'est ce qui paraissait être le plus intéressant. Mais en fait, c'est souvent fixé sur une petite plaquette. Ça ne respecte pas le faisceau qui est guidé par ces petits réflecteurs. Ça m'a pas paru vraiment très intéressant et les commentaires n'étaient pas réjouissants. Donc j'avais pensé à mettre des feux qu'on appelle additionnels. Ça c'est ce que vous voyez en fait sur les motos de tourisme, genre les Versys, les Tiger, les grosses BM1200 Trail. C'est des gros phares ronds que vous avez là, qui sont en monte optionnelle d'habitude sur les concessionnaires à 400-500 €. Vous pouvez vous faire un montage maison. Alors j'ai une connaissance qui en a mis sur une Transalp, c'est le trail des années 80 sur Honda. Ça lui a coûté une trentaine d'euros sur un célèbre site de chinoiserie. Ça fait le boulot. Il vous faut acheter en fait un petit système électrique. Bon, il vous faut brancher ça sur la batterie. Il vous faut un relais pour sécuriser l'installation électrique. Un interrupteur étanche. Et ensuite un phare. Alors en fait il y a plusieurs types de phares, il y a plusieurs puissances, 10, 20, 30 watts, ça c'est vous qui le voyez. 10 watts ça suffit apparemment. Et vous avez deux types de projecteurs. Alors, en fait c'est pas l'ampoule qui change, la diode qu'il y a dedans, c'est la partie réflectrice qu'il y a dessus. Vous avez des feux qu'on appelle des flouds, qui vont diffuser largement, avec un large faisceau, mais avec peu de portée. Donc là,
vous auriez eu devant un faisceau assez large mais pas très loin. Et vous avez des faisceaux qu'on appelle les spots qui eux balancent à l'inverse, très loin mais peu large. L'idée étant d'associer un des deux de chaque côté. Voilà, comme ça vous avez une portée large qui vous éclaire devant et une portée lointaine pour avoir de la sécurité lointaine. Ça peut se coupler avec l'interrupteur directement d'origine. Quand vous mettez les pleins phares, ça vous actionne automatiquement ces dispositifs là. Ou alors ça peut être déporté, vous le mettez en plus et vous jaugez vous-même. Alors ça, attention, c'est pas homologué, ça veut dire que la loi ne reconnaît pas ces installations additionnelles sur les motos. Il faudrait les passer aux mines, les homologuer, avoir une reconnaissance officielle pour le faire, mais ça éclaire tellement peu ces motos, c'est mon avis, ça peut être judicieux si vous roulez de nuit. Après, je n'ai pas essayé les éclairages LED type Duke, MT, ce qui se fait maintenant. Sur des motos anciennes basiques, c'est très limite. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un petit tour assez varié de la moto. Je tiens à vous remercier à tous pour vos commentaires sur la précédente vidéo. J'ai trouvé ça très bienveillant, il y a un très bel esprit. Moi, c'est tout ce que je demande, ça fait chaud au cœur. Voilà, j'espère que ça a aidé des personnes avec différents conseils. C'est une vidéo totalement amateur, je peux me tromper, je pense pas. Si vous avez des questions, voilà, j'y répondrai avec plaisir. Allez, bonne route à tous et profitez!